Bienvenue à La santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois cette semaine avec un grand honneur Dr Joanne Liu, pédiatre et humaniste. Nous connaissons notamment Dr Liu pour son rôle de présidente de Médecins sans frontières de 2013 à 2019. Dr Liu a eu l'appel de la médecine humanitaire dès son jeune âge et cela a orienté sa carrière. Je rejoins Joanne à Montréal dans les locaux de l'École de santé des populations et de santé mondiale qui est associée à l'Université McGill. J'ose penser que cette longue entrevue vous permettra d'en apprendre plus sur cette personne extraordinaire, sa carrière et ses motivations profondes. Je vous invite sincèrement à écouter cette entrevue avec une grande dame de la santé et de l'aide humanitaire. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots, Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE, Eurofin Environex et Go Mouton. Joanne, bon matin. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation au balado La santé au-delà des mots. Tout un honneur, je dois dire, d'être reçu puisqu'on est à McGill, dans ton milieu de travail là, au point de vue de l'éducation. Donc, où sommes-nous? Bien, on est à la McGill, sur 2001 à McGill College, puis on est à l'École des santé des populations et santé mondiale, qui est une école qui a été créée il y a à peu près quelques années, je pense fin 2019, donc juste avant la COVID. Et c'est une école qui vraiment a un focus sur des grands enjeux, sur des populations et la santé mondiale, à travers l'éthique, à travers la biostatistique et à travers la santé publique. Est-ce qu'on retrouve ce type d'école-là dans les autres facultés de médecine québécoises, à ta connaissance, ou c'est unique à McGill? J'imagine qu'on a des variations sur le même thème, mais nous, qu'est-ce qu'on trouvait important, c'était de mettre une école où les populations étaient vraiment l'enjeu central, et non les politiques ou les politiques en santé publique. Donc, premièrement, on parle des populations et à partir de ça, on pense à autre chose. OK. Est-ce que les étudiants qui suivent des cours ici sont seulement dans le cursus de la faculté de médecine ou on a d'autres facultés à ta connaissance, les étudiants que tu rencontres? Bien, sur les étudiants, on a notamment pour nos écoles d'été, on a beaucoup d'étudiants de d'autres facultés. Okay. Parce que c'est un moment on fait des cursus qui durent 1 semaine ou 2 semaines et ça permet vraiment d'ouvrir ça à toute une autre clientèle qui est non universitaire à McGill. Okay. Et c'est là que je pense qu'il y a beaucoup d'échanges riches parce qu'une grande partie aussi de ces cours-là sont faits en ligne pour pouvoir aussi permettre aux pays à bas et moyens revenus de pouvoir s'inscrire, de suivre nos cours. C'est intéressant. Dis-moi, Joanne, as-tu une devise, j'imagine, une phrase que tu dis pour motiver tes troupes, que ce soit dans l'éducation, au travail ou lorsque tu es en mission, quelque chose auquel on t'identifie ou... Je pense que ma devise de vie est assez simple. Là. C'est quelque chose que je porte en moi depuis toujours, puis c'est de ne pas banaliser la mort. Une mort, c'est pas une statistique. Puis ça vient de quelque chose que j'avais lu quand j'étais assez jeune, là, quand j'étais adolescente. Puis j'ai souvent raconté cette anecdote-là, mais c'est quelque chose qui me reste avec moi parce que c'est dans le livre de Camus, puis les deux, on est médecins. Ça va peut-être te parler aussi, mais du fait que dans ce livre-là, à un moment donné, le protagoniste, Dr. Rieux, se fait demander, mais Dr. Rieux, vous ne croyez même pas en Dieu. Qu'est-ce qui vous motive à continuer à traiter les gens qui ont la peste
quand vous avez très peu de choses à leur offrir? Puis lui, il a répondu, les gens se battent contre la mort, il y a des gens qui refusent la mort. Moi, en fait, c'est que je me suis jamais habituée à la mort. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, il ne faut pas s'habituer à la mort, puis il ne faut pas accepter ça comme une fatalité. Et donc, ma façon de répondre à ça, ça a été d'aller en médecine, puis en quelque sorte de me battre pour la vie. Mais j'avais lu aussi que tu voulais faire de la médecine pour faire de la médecine humanitaire dès le début, si je ne me trompe pas, ou assez rapidement. Oui, moi, je suis allée en médecine pour faire de la médecine humanitaire. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai développé après. Quand j'étais adolescente, j'ai quelqu'un qui était très impliqué dans les affaires communautaires. Donc, j'ai fait Katimavik quand j'avais 17 ans. Après ça, j'ai fait Carrefour canadien international. Et après mon séjour en Afrique de l'Ouest, je me suis dit, c'est ça, je vais aller en médecine et je vais aller travailler dans les endroits les plus improbables et où il y a des manques d'effectifs. Est-ce que, sans parler de religion, mais je me dis, c'est comme presque un appel, je veux dire, de ressentir ce besoin-là à l'adolescence ou et d'en faire une mission de vie à toute fin pratique? Moi, je connais beaucoup de gens qui sont allés à Médecins sans frontières en cours de cursus médical, sont exposés, développent un intérêt, commencent à en faire, puis finalement, ça devient, tu sauras me le dire tout à l'heure, mais ça devient une passion. Mais de ressentir ce besoin-là, te rappelles-tu l'état d'esprit dans lequel tu pouvais être à l'époque pour dire, moi, très jeune, donc à l'adolescence, de dire, je veux faire ça de ma vie, tu sais. Mais tu sais, moi, j'étais une adolescente qui a bien vécu son adolescence dans sa crise existentielle, dans sa quête du sens. Et pour moi, c'était ça qui donnait un sens à ma vie. C'était de pouvoir contribuer dans cette sphère-là. J'aurais pu faire autre chose. Hein. J'aurais pu devenir astronaute, j'aurais pu être pompier. Mais moi, j'ai décidé de prendre cette sphère-là. OK. Comment mène-t-on une double carrière comme toi, en fait, même triple, pédiatre, professeur, puis médecin humanitaire? Donc, comment tu réussis à juguler tout cela au point de vue personnel? Puis, dans un deuxième temps, pour les collègues aussi, est-ce que c'est un enjeu d'avoir Joanne Liu comme collègue qui, je ne sais pas, moi, une semaine d'avis, dit hey, les amis, la garde la fin de semaine prochaine, finalement, ça sera peut-être pas possible, il faut que je m'en aille ou je m'en irai si vite. Oui, je pense que c'est un choix. Moi, depuis le début, j'ai toujours fait une pratique hybride. Donc, une pratique hybride dans le sens que, initialement, je travaillais à Sainte-Justine, je travaillais en région. J'ai travaillé en région rurale, j'ai travaillé aussi dans le Grand Nord, puis j'ai fait des missions à l'étranger. Et la raison était que je me disais, si je suis prête à aller dans le fin fond cru du Congo, je suis prête aussi à aller dans des endroits reculés au Canada où il manque de médecins. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et donc c'est une des raisons pourquoi j'ai pas eu de PEM, là, de postes effectifs médicaux pendant très longtemps, parce que tout le monde disait, hey, Joanne Liu, ça c'est pas fiable, hein, ça part tout le temps. OK. Donc, mais dans ce temps-là, c'était un petit peu plus flexible. Disons qu'aujourd'hui, l'enjeu est plus grand parce que on est tous devant cette réalité-là des fameux PEM et des effectifs médicaux qui fait que si tu fais partie d'une équipe, ben on s'attend que tu livres tant de chiffres à l'urgence, que tu fasses ta part. Donc, ça, c'est plus difficile et ça prend vraiment des collègues qui sont très, très, très flexibles et qui sont compréhensifs par rapport à mon engagement. Et je dis toujours que j'ai réussi à faire un engagement humanitaire sur la durée parce que j'ai des collègues qui ont voulu faire ça avec moi. Okay. Et j'aurais pas pu le faire sans avoir l'aval, le soutien de mes collègues à Sainte-Justine. Ton travail lorsque tu es à Montréal, donc tu enseignes à McGill, tu travailles à Sainte-Justine, mais quand tu es à Montréal, une semaine normale pour Joanne Liu, c'est quoi, disons? Une semaine normale, c'est en général, je fais 1 à 4 shifts, dépendamment si je suis de garde le week-end. OK. À l'urgence, donc c'est plus 1 à 2 shifts par semaine. Puis après ça, le reste du temps, je suis à l'école ici. Mais à travers mon engagement à l'école, j'ai tous mes engagements internationaux sur des thématiques, notamment sur... j'ai beaucoup travaillé pendant la COVID sur l'équité vaccinale.
J'ai beaucoup travaillé sur le leadership, la gouvernance mondiale en temps de crise sanitaire. Donc c'est à travers mon travail ici à McGill que je participe à ces différents groupes, soit d'experts ou c'est pas une vraie consultation, mais c'est plus des groupes d'experts, qu'on appelle des aviseurs, des groupes aviseurs. Est-ce que tu dis oui à toutes les demandes ou parce que j'ai l'impression que tu dois être extrêmement sollicité, là. Mais j'ai l'impression que tu dis souvent oui parce que quand on te recherche sur... les auditeurs pourront faire l'exercice de rechercher Joanne Liu sur Internet, puis tu es à beaucoup d'endroits, pas en même temps évidemment, là, mais tu sembles accepter beaucoup d'invitations, conférences, panels. En fait, je refuse à peu près 90% de mes demandes d'entrevue. OK, donc c'est incroyable. OK. Par engagement sociétal, j'en fais max 1 à 2 par mois pour la collectivité. Donc souvent, ça va être des étudiants, ça va être des groupes qui vont me demander dans la société civile. Parce que c'est vrai que... Non, si je disais oui à tout, je ferais ça à temps plein, puis je ferais rien d'autre, là. Ouais. Peut-être que ça ne durera pas, c'est peut-être... pour l'instant, c'est comme ça, puis on n'est pas toujours en si grande demande, puis c'est un énorme privilège, donc j'essaie de faire attention. Parce que souvent, quand je dis non, des fois, je dis non maintenant, mais j'ai dit on peut peut-être penser à une date ultérieure, juste parce que je trouve que c'est une façon aussi de redonner à la société québécoise et canadienne. Moi, je crois beaucoup au bien commun. Je crois beaucoup que quand on a été dans un pays du G7 où on a l'éducation plus ou moins gratuite, c'est important de redonner à la société. Okay. C'est ma façon de redonner. Dans les choix que tu fais comme demande, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est le message que tu vas porter, l'auditoire, ou ça peut être parfois simplement le sujet, ou est-ce que parfois ça va être un petit groupe d'étudiants, mais tu te dis, coudonc, ça c'est un petit groupe qui a l'air intéressant, là, ça peut être un cégep. C'est pas un gros auditoire, mais la demande est tellement spontanée. Est-ce qu'il y a as-tu des barèmes ou c'est vraiment en fonction de dire 1 à 2 par mois, ça va être suffisant? Là? Non, mais j'essaie de privilégier les jeunes de façon générale. Et puis, j'essaie aussi que ça soit quand même des sujets que j'ai une certaine expertise puis une légitimité. Parce que clairement, il y a plein de gens qui voudraient que je parle sur l'équité du genre, des trucs qui ne sont pas du tout ma palette d'expertise. Donc moi, c'est pour ça que je refuse en fait 90%, parce que les gens nous demandent toujours de parler sur toutes sortes de sujets, mais j'ai dit, c'est sûr que j'ai une opinion, mais j'ai aucune expertise là-dessus. Comment, avec l'expérience que tu as, puis avec les missions que tu fais, comment juguler, disons, le décalage entre tout ce que tu peux voir comme horreur lors de tes missions, là, donc auquel tu es confronté de par ton rôle auprès de Médecins sans frontières, puis ce que tu vois dans ta pratique à Montréal? Et j'ai un médecin qui a travaillé en Ukraine, Dr Gosselin, qui est allé sur le train de soins intensifs Ukraine, qui l'expression qu'elle employait, c'est qu'elle disait que sa réserve d'empathie était relativement faible lorsqu'elle revenait au Québec, là, les premiers jours où elle entendait des plaintes des patients. Elle pouvait trouver ces plaintes-là un peu futiles. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Est-ce que c'est un enjeu là, de se regrander, entre guillemets, là, en anglais, là, avec la réalité des patients montréalais ou québécois? C'est sûr que c'est un exercice d'adaptation. Puis en fait, l'exercice d'adaptation est beaucoup plus difficile lorsqu'on revient qu'à l'étranger, pour moi en tout cas. Okay. Et c'est effectivement ce que Dr Gosselin dit, c'est quand on revient, il faut vraiment se réadapter à ce qui est ici perçu comme une urgence. Et donc, je dis souvent, il y a des urgences objectives, puis il y a des urgences ressenties. Et ici, il y a quand même beaucoup d'urgences ressenties, notamment en pédiatrie, où il y a beaucoup d'anxiété parentale. Et il faut être capable d'être empathique par rapport à ça. Mais oui, ça prend un certain
certaine adaptation. Puis moi, je me rappellerai toujours une fois quand je rentrais du Darfour, ça date déjà d'un certain moment, mais je rentrais puis j'avais été dans une crise nutritionnelle, mais massive. J'avais des soins intensifs, j'avais 150 lits, je voyais 200 patients par jour. C'était, là, mais on commençait à 6 heures du matin, on arrêtait. C'était à 10 heures le soir, c'était vraiment, vraiment prenant. Puis quand je suis revenue ici, puis j'avais des patients, puis les gens me disent « Ouais, mais docteur, il fait de la fièvre depuis ce midi. » Bon, il est 18 heures. Tu dis, oui, mais encore. Mm-hmm. Et puis c'est tout ça qu'il faut réadapter, puis se réajuster. Puis je me rappelle, par exemple, une fois, j'avais un patient dans la salle de réanimation. Ça allait hyper mal. Et puis là, l'infirmière vient me voir, puis elle me dit « Docteur Liu, vous pouvez appeler les soins intensifs. » Là, j'ai fait... Quelle bonne idée, les soins intensifs. Oui, right now, Okay. tout de suite. Parce qu'on est tellement habitué aussi... À tout régler soi-même. Exactement. Puis on est un peu comme la dernière ligne dans certains, en tout cas, environnements, que quand on revient ici, on travaille en collégialité et on a toujours une autre personne à qui on peut demander un avis et on se rend pas compte de la richesse de ça puis comment nos collègues sont extraordinaires. As-tu l'impression, lorsque tu travailles à Sainte-Justine, à l'urgence, que tu es un peu jugé un peu ou que les gens t'observent un peu plus que les autres médecins puisque tu es Joanne Liu, là? Non. Un peu comme, je pense parfois, si la journée où Laurent Duvernay-Tardy, si un jour il pratique la médecine, je me dis, il ne sera jamais comme un urgentologue normal, là, donc... Pas vraiment, parce non? que, notamment où est-ce que je suis, je pense pas que les gens suivent... des fois, ça arrive de temps en temps que des patients ou des parents me reconnaissent, mais Okay. non, je crois pas. Puis c'est extraordinaire parce que les gens sont très discrets. Hein? Donc, je fais tout mon truc, puis à la fin, ils disent, en passant, on voudrait vous remercier pour ce que vous faites, Dr. Lee. Je trouve ça toujours drôle. Ils le diront jamais en amont, mais à la fin, une fois que tout est terminé. Ah ben c'est bien ça. Donc, il y a une forme de respect donc, pour la fonction et pour la personne. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Est-ce qu'on développe une dépendance à la médecine humanitaire? Les personnes que j'ai rencontrées à date là, dans mon balado me laissaient penser que oui. Là, c'est comme, ça a l'air d'être une drogue assez puissante. Là. Mais moi, c'est pas autant... tu sais, souvent les gens disent être un adrénaline junkie de l'humanitaire. Là. Mm-hmm. Mais moi, c'est plus une question d'engagement. C'est un engagement que j'ai fait... un peu avec moi-même depuis toujours. Cet engagement-là de pratiquer une médecine humanitaire. Donc, c'est plus ça qui est important. Puis je pense qu'il y a différentes façons de l'acter. Donc, ça peut être y aller en personne puis travailler, ou ça peut travailler sur des politiques pour justement améliorer l'accès des soins dans des lieux très improbables. Ou c'est être à présence de Médecins sans frontières internationales où tu fais beaucoup moins de terrain, tu en fais encore un peu, mais là, ton rôle, c'est de faire bouger des lignes en parlant soit dans des forums particuliers pour influencer ou en rencontrant des gens bilatérales pour négocier un accès à certaines populations. Donc, il y a toutes sortes de façons de décliner cet engagement-là. Mais pour moi, c'est plus une question d'engagement.
Qu'est-ce qui t'a amené à choisir Médecins sans frontières plus qu'un autre organisme? Souvent, on pense à la Croix-Rouge ou Médecins du monde ou... Bien, je pense que c'est sûr que quand on commence, on a l'impression que tout est pareil dans ces organisations-là, mais ils ont quand même des missions sociales qui sont différentes. Donc, notamment la Croix-Rouge, c'est quand même... les Croix-Rouges, quand on parle de la Fédération de la Croix-Rouge, c'est souvent des auxiliaires du gouvernement, d'une part. Puis quand on parle du Comité international de la Croix-Rouge, c'est vraiment je pourrais dire, c'est les défendeurs du droit international humanitaire, en grande partie, mais c'est aussi des gens qui se sont beaucoup plus recentrés sur la mission des soins par rapport aux combattants. Tandis que Médecins sans frontières, on est vraiment versé plus vers la population civile. D'une part, on a fait le pari dans les années, ce qui a créé la création de Médecins du monde, de la professionnalisation de l'acte humanitaire. Et c'est comme ça qu'on a créé, par exemple, un siège social avec des gens qui étaient plus des volontaires, mais qui étaient payés avec un salaire régulier pour pouvoir faire ce travail-là. Et donc, moi, c'est le côté de Médecins sans frontières qui m'a attirée. C'est en fait cette professionnalisation-là et le volet de prise de parole, de témoignage par rapport à ce qu'on voit et par rapport à ce qui se passe dans nos lieux d'intervention. Et Médecins sans frontières par rapport à Médecins du monde, si on fait des recherches, on apprend qu'il y a eu à un certain moment donné une petite fissure au niveau de Médecins sans frontières, puis certains sont partis pour créer Médecins du monde à l'époque. C'était pour une raison politique ou... Non, c'est exactement ça. C'était pour la professionnalisation. Okay. À ce moment-là, Bernard Kouchner... C'est ça, ouais. Voulait qu'on reste quelque chose qui était l'engagement volontaire, une petite famille, il voulait pas qu'on grossisse. Okay. Et donc, il est parti créer Médecins du monde, puis Médecins sans frontières a dit non, il faut avoir une permanence, il faut se professionnaliser. On peut pas partir comme ça avec un sac à dos, 2 paracétamol, puis une boîte d'antibiotiques avec nos Birkenstock en Afrique. Il faut avoir un savoir-faire. Et c'est là que Médecins sans frontières a fait dans les années 80, que tout le monde appelle un peu l'âge d'or de l'humanitaire, où on pensait à ce moment-là qu'on avait une certaine immunité sur le terrain. Et c'est là aussi que Médecins sans frontières a développé ce qu'on appelle ses kits. Donc, on a développé nos inventaires, on a développé des kits médicaux. Donc, qu'est-ce que j'entends par kit? C'est qu'on a créé par exemple, on dit un kit 50 chirurgies, ça va vous parler, vous êtes chirurgien. Donc, on prépositionne dans un hangar tout ce qu'on a besoin pour faire 50 chirurgies. De la table d'opération aux médicaments, au nombre de gaz, au nombre d'instruments. Et donc, quand il se passe quelque chose dans le monde, par exemple, il y a un conflit quelque part, on dit, on pense qu'on prévoit qu'il va y avoir tant de chirurgies à faire. Donc, on dit, OK, si on met une moyenne de 12 chirurgies par jour, donc pour le premier mois, ça va nous donner tant de chirurgies. Et donc, ça va nous prendre tant de kits. Et donc, tout est déjà préformaté et on envoie ça en cargo. Et souvent, on est capable d'envoyer des cargos en dedans de 24-36 heures. Là. Après le début d'une crise. Oui. Okay. Donc ça, c'est la frappe de force de Médecins sans frontières. L'autre frappe de force de Médecins sans frontières, c'est quand même une ONG aujourd'hui internationale qui est indépendante, dans le sens que au niveau financier, plus de 95%, c'est des financements indépendants, donc de particuliers, non gouvernementaux. On a un bassin de plus de 6,5 millions de donateurs réguliers. Et un budget annuel d'autour de 2,2 milliards par année. Donc, c'est conséquent. Et combien d'employés, mettons? On parle au niveau d'employés dans le monde, incluant les gens qu'on engage sur le terrain et les gens qui sont dans les différents sièges sociaux, autour de 60 000. C'est vraiment une multinationale, de l'humanitaire. Est-ce que, lorsque tu étais président de Médecins sans frontières, est-ce qu'il y avait des choix douloureux à faire de dire on n'ira pas à tel endroit ou telle crise humanitaire, on n'ira pas pour tel. Comment ça fonctionne finalement, le mécanisme par lequel Médecins sans frontières va s'impliquer à un endroit précis lors d'une crise? C'est une demande, c'est un besoin que vous évaluez à l'interne?
Bien, présentement, l'organisation est déjà sur bon an, mal an, autour de 70 à 72 pays, dont plus de la moitié, c'est en zone de conflit. Donc, souvent, quand il y a quelque chose qui se passe, aujourd'hui, c'était pas pareil dans le passé, mais aujourd'hui, on est souvent là, déjà. Donc, moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. Donc, quand on est déjà sur le terrain, c'est assez facile parce qu'on envoie nos équipes qui vont faire une évaluation assez rapidement. Et là, tout de suite vient la discussion de intervention pour intervention. Quand on est dans des nouveaux terrains, bien là, on décide si on y va et on y va pas. Puis souvent, c'est sûr qu'il y a une pression sociale, mais c'est aussi, est-ce qu'on a une valeur ajoutée? Est-ce qu'on va apporter quelque chose qui va faire une différence? Et c'est une des choses qu'on a été très, très clair quand on a fait une révision de pas une révision de notre statut, mais on a fait ce qu'on appelle le processus de la Mancha, qui revisitait nos principes d'intervention. Puis on a dit, on n'a pas d'obligation à intervenir. Les interventions, c'est un choix. Puis c'est un choix qui est basé sur les besoins ou c'est basé aussi sur notre valeur ajoutée dans certains contextes. Donc, ça se fait à travers différents critères, mais c'est toujours après évaluation. Et on a 5 centres opérationnels dans le mouvement, un 6e plus ou moins en Afrique, mais c'est juste que aussi on a une force de frappe diversifiée avec des approches différentes. J'imagine que le minimum, ça prend l'accord du pays concerné, donc même en dedans de 24-48 heures, souvent l'accord est immédiat ou... Bien, les endroits où on est déjà, c'est super facile. C'est permanent, c'est ça. Donc, parce qu'on a déjà des relations avec les autorités, on les appelle, on dit... Puis souvent, même, c'est eux qui vont nous appeler, ils vont dire, on entend qu'il y a peut-être des rumeurs d'une épidémie de choléra dans telle province, vous voulez aller avec nos équipes faire un tour, faire une évaluation. Ça, c'est assez rapide. Puis quand on n'est pas là, oui, il faut négocier, mais vu qu'on a une espèce d'empreinte mondiale un peu partout, on a souvent des contacts, puis maintenant, on a quand même développé aussi tout un réseau diplomatique humanitaire au sein de l'organisation. Donc, c'est très rare qu'on part de zéro. OK. Est-ce qu'il y a un enjeu de compétition avec les autres ONG, disons? Vous arrivez sur un site, il y a déjà d'autres entités qui sont présentes, puis finalement, il y a une genre de compétition là, pour l'humanitaire. Là. Donc, on veut être le premier à donner les soins ou on veut s'installer à tel endroit parce que finalement, c'est peut-être plus proche d'une source d'eau potable ou je ne sais trop, là. Est-ce qu'il y a un petit peu de brasse camarade aussi, là? Je pense que l'humain est humain, puis je pense que l'humain est compétitif. Donc, on n'est pas... ça existe aussi au sein de l'organisation. Donc, même juste à travers nos 5 différents centres opérationnels, il y a une compétition. Puis là, en même temps, c'est de voir comment on garde cette compétition-là de façon saine, qui fait que c'est une émulation au lieu d'être des bâtons des roues en permanence. Donc ça, c'est un travail interne sur lequel j'ai travaillé très fort quand j'étais présidente internationale, puis je pense qu'on continue à travailler très fort là-dessus. Puis sur le terrain, oui, il y a toujours une petite compétition. C'est pour ça aussi qu'il y a des mécanismes de coordination, comme celui de la coordination des humanitaires qui s'appelle OCHA des Nations Unies. Mais il demeure que la réalité, dans les terrains très, très difficiles, on parle du Soudan du Sud, on parle de la Syrie, on parle du Yémen, ou on parle de l'Ebola en 2014-2016, honnêtement, on ne se bouscule pas sur le portillon pour être là, parce que c'est trop dangereux. Souvent, les petites ONG n'ont pas la plateforme sécuritaire pour pouvoir se déployer. Cela dit, je ne veux pas être néocolonial, mais je crois que nous, on a encore du travail à faire pour être beaucoup plus en partenariat, pour être des meilleurs joueurs avec nos collègues et dans l'écosystème du secteur humanitaire. Est-ce que ces petites ONG-là peuvent nuire parfois? Là? Est-ce que vous devez parfois les tasser ou les pousser un peu parce que c'est juste un caillou dans le soulier là, pour... Ce qu'on a vu dans certaines grandes crises, puis vous allez sûrement vous en rappeler, là, notamment Haïti après le tremblement de terre ou après le tsunami aussi en Asie du Sud-Est à la fin décembre 2004, c'est quand il y a un appel, puis que
plusieurs sentent l'appel puis se déploient avec plus ou moins d'expérience, mais pleines de bonnes intentions, c'est que c'est sûr que des fois, ça peut créer des goulots d'étranglement. Parce que quand tu arrives sur place, souvent, on a tous besoin des mêmes choses. On a besoin de traducteurs, on a besoin de médecins locaux, on a besoin d'infirmières locales. C'est pas tout nous autres qui va faire. Et pour chaque travailleur international, tu as souvent 10, voire plus de travailleurs engagés localement. Et donc, on est tous en compétition pour ces mêmes talents-là, ces mêmes ressources-là. Et ça devient un enjeu après un certain moment, clairement. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. On se rencontre aujourd'hui alors qu'il y a une crise importante à Gaza. Donc, puis il y a eu un bombardement d'un hôpital le 17 octobre. On a d'abord blâmé les Israéliens. Il semblerait que c'est un tir de roquette, finalement, là, de peut-être du djihad ou... Est-ce que tu as des informations privilégiées ou des choses? Entends-tu des choses? Toi, tu dois avoir des contacts sur le terrain un peu sur ce qui se passe là-bas? Ou... Oui, mais je pense pas que je peux le dévoiler. Je peux vraiment en parler de façon probante. Je crois, moi, ce que j'aurais à dire par rapport à ça, parce que nous, Médecins sans frontières, on a quand même fait tout un plaidoyer en 2015-2016 sur des attaques sur les hôpitaux suite à l'attaque qu'il y avait eu sur notre centre de traumatologie dans le nord-est de l'Afghanistan, à Kunduz, où il y avait eu 42 personnes qui étaient décédées, dont 14 de nos collègues. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait passer aux Nations unies, avec la Croix-Rouge, une résolution sur la protection de la mission médicale en contexte de conflit. Et c'est là qu'on a réitéré la base que les civils ne peuvent pas être pris comme cible, mais non plus les hôpitaux, les équipements, les soignants et les accompagnants. Et moi, ce que je peux dire, c'est que je crois qu'il y a du droit international humanitaire qui est clair. Puis le droit international humanitaire n'est pas là pour, comme dit ma collègue Françoise Saunier, qui vient d'ici un article extraordinaire dans le journal La Croix, c'est pas là pour de la justice, mais c'est là pour garder dans l'écosystème d'une guerre l'accès aux soins puis la vie pour les civils. C'est d'épargner les civils, c'est de leur permettre d'être protégés et c'est de leur permettre aussi d'être soignés dans le chaos de la guerre. Et c'est ça qui est important. Puis moi, j'ai toujours rêvé que la communauté médicale à travers le monde se lèverait pour dire que ça soit à Montréal, à Sainte-Justine, ou que ça soit au CHUL, à Québec, ou que ça soit à Gaza, ou à Israël, ou en Ukraine, il n'y a jamais de légitimité pour bombarder un hôpital qui est en plein fonctionnement. Mm-hmm. Et on devrait condamner ça haut et fort, parce que un hôpital, c'est un endroit de ce que j'appelle de guérison. C'est un endroit où on doit accepter que la guerre s'arrête aux portes d'un hôpital. Cette protection-là existait avant 2015 dans les conventions, à ma connaissance. Donc,
J'ai le sentiment que ça existe depuis au moins un demi-siècle, ça, cette protection-là des intervenants en santé ou sans avoir fait des recherches récentes. Je veux dire, ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a réitéré en partie ce qu'il y avait déjà dans le droit international humanitaire, chapitre 4. Mais ce que ça l'a surtout aussi fait, c'est que ça l'a mis aussi l'emphase sur les équipements, les ambulances. C'est que toute la mission médicale était protégée. Et c'était aussi un signal politique que les gens, de façon unanime, s'y ralliaient. Mais même si le 3 mai 2016, c'était voté unanimement par le Conseil de sécurité et que ça a été supporté par 80 nations, dont le Canada, quand il est venu le temps à l'Assemblée générale des Nations unies, à l'automne suivant, de opérationnaliser cette résolution-là, ça n'a pas passé. Et je dis toujours, les mots, c'est cheap. Words are cheap. Mais c'est important d'en parler parce que je ne veux pas être fataliste, mais probablement que ça va toujours se passer jusqu'à un certain niveau. Mais le fait qu'on en parle, le fait qu'on s'indigne par rapport à ça, fait qu'il n'y a pas une impunité totale sur des attaques sur les hôpitaux. Et ça, c'est important. L'incident de Gaza, est-ce que, en fonction de la vision qu'on pourrait avoir de la nature humaine, est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est le Hamas qui a bombardé son propre hôpital à des fins politiques? Moi, je ne peux pas répondre à ça. Et je pense que c'est pour ça que nous, on a toujours demandé d'avoir des investigations indépendantes. Et c'est pour ça que nous, après l'attaque de Kunduz, on avait demandé une commission indépendante des faits. Ça n'a pas été fait. Mais c'est ça qui va vraiment mettre la lumière sur ce qui s'est passé. Et tout le monde aurait à gagner, mais ça va être clairement difficile, en tout cas, dans la dynamique dans laquelle on est. Peut-être a posteriori plus tard. Une des victimes collatérales d'un bombardement comme celui qu'on a connu récemment, c'est sur l'aide humanitaire en général. Donc, est-ce qu'il y a un impact potentiel sur l'adhésion de futurs membres, la participation peut-être de certains bénévoles qui vont dire, écoutez, moi, c'est une limite que je ne franchirai pas, là, de prendre la chance d'aller me faire tuer en zone de combat là, comme civil, disons, comme médecin, par exemple, infirmière ou autre? Oui, il y a toujours un risque, clairement. Après ça, on essaye, comme organisation, en tout cas Médecins sans frontières, de faire des risques qu'on appelle calculés. Mais le risque est là. L'immunité dont j'ai parlé dans les années 80, qui semblait être là, je veux dire, c'est clairement quelque chose aujourd'hui qui est vraiment très atténué. Si on regarde, par exemple, suite à la résolution qui a été passée en 2016, ça avait déjà commencé, mais c'était formalisé, c'est que maintenant, il y a une surveillance des attaques sur les hôpitaux à l'échelle mondiale qui est tenue par l'OMS, et elle revérifie chaque attaque. Et donc, en 2022, il y a eu 1551 attaques sur ce qu'on appelle les hôpitaux ou la mission médicale, donc des équipements, des soignants et le personnel. Et là-dessus, plus de 1100 étaient en Ukraine. Donc, près de 2/3 étaient en Ukraine. Quand même. Il y a des attaques qui sont très publicisées, comme celle dont on parle, mais il y a des petites attaques, entre guillemets, locales. Moi, j'ai entendu parler de chirurgiens dans des zones de combat ou autres qui sont obligés de quitter un théâtre opératoire, quitter une salle d'opération parce que des combattants ennemis sont rentrés dans l'hôpital, donc ont peur pour leur propre vie, là, puis finalement se sauvent, puis c'est quand même incroyable que ça arrive. Ça arrive. Même ce chiffre-là, 1500, je veux dire, ça dépasse l'imaginaire. Là, c'est 4 par jour. Ouais. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut en parler, parce que je crois qu'il faut... Moi, je dis toujours, faut pas s'habituer il ne faut pas s'habituer à l'impensable, à l'inacceptable, parce que ça survient souvent. La normalisation par la récurrence, il faut combattre ça. C'est comme si on disait, mais non, mais les violences sexuelles, c'est pas un problème. C'est tellement fréquent. C'est tellement fréquent. Ce serait une grande bêtise. Ce serait vraiment un grand déshonneur. Donc, c'est la même chose aussi sur les attaques sur les hôpitaux, les attaques sur les civils dans les conflits. Il faut se lever contre ça.
Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Je crois que oui, dans différents terrains, puis il y a des terrains qui sont très difficiles. Moi, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Yémen, la Syrie, c'est des endroits où régulièrement nos équipes ont quitté des lieux parce que, oui, les gens rentraient dans les lieux de travail des fois, où les attaques étaient trop fréquentes. Mm-hmm. Donc, il y a des risques. Et j'aurais juste rajouté là-dessus que nous, les humanitaires, on n'est pas des héros. Donc, à un moment donné, on atteint des limites, puis on n'ira pas devenir un martyr dans une crise. Donc, à un moment donné, quand le risque est trop grand, on doit quitter. Et ça fait partie des choix difficiles qu'on fait comme organisation régulièrement. Des fois, c'est temporaire. Des fois, c'est sur des plus longues durées. Mais des départs de l'Organisation de Médecins sans frontières, puis probablement d'autres organisations, se fait assez souvent, oui. Ça doit être déchirant comme décision quand même de quitter un endroit où... C'est horrible. C'est horrible. Moi, j'ai eu à le faire parce que j'étais en charge d'un portfolio de 1999 à 2002 à Paris. Et je me rappelle quand on a dû quitter, notamment à la Corée du Nord, c'était déchirant. C'était déchirant quand il a fallu diminuer notre travail en Tchétchénie avec la guerre de la Tchétchénie-Russie en 1999 parce qu'on était trop ciblés. C'est comme s'amputer d'un bras quand on fait ça. C'est une décision qui est prise au niveau central ou c'est localement, disons, l'équipe, mettons, le chef de mission va dire qu'on s'en va, on plie bagage? Puis... C'est souvent fait conjointement, mais quand que ça se passe sur le coup, puis si le chef de mission décide les équipes de... Ça peut être en pleine nuit, disons, de dire, OK, on emballe, on s'en va. Nous, on va backer ça, c'est clair. Mais souvent, on a des signes précurseurs. Mm-hmm. Et souvent, on a eu des discussions et on s'est déjà enligné sur la ligne rouge de quand est-ce qu'on va partir. Souvent aussi, quand on sent que la tension monte, on va diminuer nos équipes, on va diminuer l'offre de services et on va rester sur du truc essentiel, ce qu'on appelle le life-saving. Mm-hmm. Donc, souvent, dans des grandes crises de combat, les seules personnes qui vont rester à la fin, ça va être l'équipe chirurgicale avec l'anesthésiste. Puis l'infirmière de bloc, par exemple. Est-ce que ces équipes-là sont protégées par des forces militaires ou c'est contre la vision de Médecins sans frontières? On n'est pas protégés par des... Aucune protection? On est... OK. Est-ce que parfois, il y a des crises à l'intérieur d'une équipe? Là, il y a des gens... J'imagine qu'il y a des personnalités différentes dans une équipe. Est-ce qu'il y a parfois un climat de panique qui s'installe? Il faut gérer un peu l'anxiété. Puis il y en a qui abandonnent de leur propre chef, là, puis de juste quitter. Là, parce que... mais tout le monde a le droit de partir. Moi, j'ai été chef de mission, j'étais en charge, puis je dis aux gens, quand on sent qu'on est en train de passer différentes phases d'augmentation d'insécurité, on fait toujours des réunions d'équipe, et à chaque... Moi, en tout cas, c'est ce que je faisais, puis je sais qu'on fait encore toujours ça, c'est qu'à la fin de la réunion, on dit toujours, s'il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise, qui considèrent qu'on vient de passer un point par rapport à l'insécurité pour eux, vous avez toujours le choix et le droit et la liberté de partir. OK. J'imagine ça veut dire que lorsqu'on prévoit une mission, là, selon le niveau de danger ou d'anxiété, il faut sélectionner les membres de l'équipe qui vont y aller. Puis ça doit être dans un bassin de plus en plus restreint d'individus qui sont capables, parce que l'équipe de Médecins sans frontières juge que dans telle zone, on n'enverra pas n'importe quel chirurgien, anesthésiste, infirmière ou autre, j'imagine. Mais dans en fonction de l'expérience, ou en fonction peut-être des rapports, parce que vous avez, j'imagine, des rapports d'évaluation, comment les gens se comportent sur le terrain, tout ça. Donc, Absolument, oui. Puis souvent, dans les grandes crises, on se rend compte qu'on a des... je me rappellerai toujours une petite anecdote. Je me rappelle, après le tremblement de terre en Haïti, il avait demandé initialement vraiment d'avoir que du personnel expérimenté. Donc, il n'y avait pas de première mission, par exemple. Et puis, je riais toujours parce que la moyenne d'âge était au-dessus de 50 ans. OK. Donc voilà, c'est ça. Quelqu'un qui veut travailler pour Médecins sans frontières, par exemple, la démarche, c'est quoi? On va sur le site Internet, on envoie un courriel, puis ça commence comme ça. On va avoir quelqu'un qui va nous contacter, puis nous orienter dans
cette carrière-là humanitaire? Bien, au Canada, en tout cas, vous pouvez aller sur le site www.msf.ca et puis vous allez dans, je pense que c'est sous volontaire ou ressources humaines. Et là, toute la démarche est expliquée, mais en général, il faut envoyer un CV et puis éventuellement, on va être contacté. Je sais que dans le passé, puis ça, c'était avant la COVID, on faisait des rencontres régulièrement en personne pour faire des introductions à des gens qui auraient voulu être volontaires. On faisait ça au centre-ville de Montréal. Donc, je ne sais pas si ça a été repris. Mais oui, il faut appliquer en ligne. Il faut se donner du temps. Donc, si jamais, ici, dans l'auditoire, il y a des gens qui sont intéressés, il ne faut pas attendre qu'il y ait une crise où vous sentez un appel. Si vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser et que vous avez quelque chose à offrir comme compétence, puis c'est pas juste des médecins, puis c'est pas juste des infirmières. En fait, les médecins, on est un peu la minorité, mais il y a aussi des logisticiens, des ingénieurs, des administrateurs, des gens qui analysent le contexte, des gens en communication. Donc, on a tout un éventail de profils au sein d'MSF. Mais ça prend souvent presque un an pour passer à travers le processus de recrutement. Donc, c'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est quelque chose qu'on fait un peu en amont parce que sans ça, vous allez être très, très frustré quand vous allez voir quelque chose où vous sentez un appel, puis là, c'est trop long. Puis c'est ça. C'est parfois là, j'imagine que les gens se retournent vers d'autres petites ONG où il y en a, j'ai l'impression qu'on peut presque juste prendre l'avion puis y aller. On arrive, puis c'est moins bien organisé, puis peut-être finalement on aide moins, puisqu'on arrive dans un contexte peut-être moins structuré un peu. Là. Possiblement. Ton expérience avec Médecins sans frontières par rapport à la vision ou la perception que ce qu'est l'être humain, la nature humaine, donc est-ce que ça nous rapproche de la bonté dans l'être humain ou ça nous en éloigne? De voir toutes les horreurs qui sont finalement, et je l'ai déjà entendu par Joanne Liu dire que la majorité de ces crises-là sont générées par l'homme. Même les crises environnementales, dans certains cas. Oui, mais c'est toujours un petit peu perturbant parce qu'en crise, en fait, c'est qu'on voit le meilleur et le pire de l'homme. Et ça se côtoie toujours. Et on l'a vu pendant la COVID-19 avec le fait qu'il y a eu de l'entraide. Par exemple, 60 000 Québécois ont dit « je contribue ». Tout le monde voulait faire que ça part. Puis en même temps, il y a eu des comportements qui étaient étonnants. Donc c'est toujours ça. Ça se côtoie toujours. Les crises apportent le meilleur et le pire de l'homme. Puis moi, j'aime mieux focusser sur le meilleur. Pour Joanne Liu, est-ce que l'être humain, c'est fondamentalement une personne qui est bonne ou mauvaise intrinsèquement, l'être humain? Autrement dit, est-ce qu'on est bon puis on devient, certains d'entre nous, mauvais ou méchants pour toutes sortes de raisons environnementales ou autres? Ou est-ce que finalement, dans chaque humain, il y a une graine de méchanceté finalement qu'on contrôle? Moi, je ne suis pas sûre que je suis capable de me prononcer là-dessus. Moi, je pense que tout le monde naît avec une part de positif et de négatif. Puis c'est l'environnement qui fait émerger certaines choses dans lesquelles tu as grandi, dans lesquelles que tu évolues. Donc, c'est... puis tout en même temps est relativement relatif. Mais ce que je me rends compte, à force d'être dans différents environnements, c'est que l'homme est un survivant. Puis l'homme va tout faire pour survivre à quelque part. OK. Et c'est ça que des fois qui fait qu'on peut être un peu peigne, puis un peu retourné sur soi-même, puis un peu égocentrique sur certaines choses. Mais je pense que c'est intrinsèque à l'homme, la survie. Mais, mettons, si on regarde le comportement de Poutine, ce n'est pas un instinct de survie, je veux dire. Mettons, sa santé physique n'est pas menacée. Comment expliquer qu'un homme comme ça soit en apparence... Moi, je peux pas commenter là-dessus. Je crois qu'il y a des crises existentielles, puis en partie, je crois que lui, il a une évaluation des choses par rapport à sa survie, la survie de la nation russe, tout ça. C'est une façon de voir les choses. OK.
Mais moi, je suis pas du tout, je veux dire, mandatée, puis j'ai pas les compétences pour commenter ça. OK. Dis-moi, tu as été notamment nommé par le Time comme étant une des 100 personnes les plus influentes dans le passé. À quel moment as-tu conscience que tu étais devenu une personnalité publique internationale? Parce que c'était pas l'objectif au début, manifestement. Là, le début, c'est de faire de l'humanitaire. Puis là, finalement, pouf, on se retrouve comme projeté sur la scène internationale. Donc, Jusqu'à un certain point, mais ça, c'était fabriqué. Je suis pas sûre que je suis vraiment une personnalité internationale. Là. Donc voilà, c'est d'une part. Tu sais, moi, je sais pas trop quoi répondre à ça. Je pense pas que je suis... moi, je pense que... en fait, comment que je vois ça, c'est plus dans le sens que, bon, supposons que j'ai une certaine crédibilité dans certaines sphères, bien, je me dis, j'espère que je vais avoir l'intelligence de l'utiliser à bon escient. Mais tout ça est relatif, puis... tu sais, comme disait Guillaume Lepage, j'ai dit, quand je vais à Washington, il n'y a pas personne qui me reconnaît. C'est un peu comme ça, tu sais, je veux dire, tu es reconnu dans certains écosystèmes, mais vite, quand tu sors de ça, il n'y a personne qui te reconnaît. Tu es la petite chinoise de service qui est perdue dans le métro. Plus ou moins d'accord, là, parce que là, il y a beaucoup de gens qui savent qui est Joanne Liu. Puis là, c'est sûr qu'il y a des gens autour de moi, je disais, je vais rencontrer Joanne Liu demain. Là, les gens sont là, pas sûr. Puis là, je dis juste un mot, là, Médecins sans frontières, mais tu sais, j'ai rien contre Guillaume Lepage. Là, mais je pense que Joanne Liu mérite plus d'être reconnue à Washington que Guillaume Lepage. Mais c'est une opinion personnelle, disons. Mais globalement, il faut finalement utiliser ce statut-là comme une arme utile, finalement, donc, parce que c'est ce qui fait qu'on va être sollicité puis, pour des entrevues, des interventions. Ouais. Bien, je veux dire, ça serait extrêmement dommage. C'est comme quand Médecins sans frontières a gagné le prix Nobel de la paix en 1999. Puis moi, je disais toujours, on n'est pas des artisans de la paix, Médecins sans frontières. Mais j'ai dit, si on décide comme collectivité d'accepter ce prix-là, ben j'ai dit, il faut vraiment l'utiliser pour faire une prise de parole forte. On n'ira pas là, la bouche en cœur, merci, je suis donc émue, je voudrais remercier ma mère, mon père, mon frère, ma cousine. Non, on va porter un message pour les populations en danger, pour les populations vulnérables. Puis c'est sûr qu'on n'aime pas être leur porte-parole parce que ce serait mieux que ce soit eux qui viennent se défendre dans cette audience-là. Mais il ne faut pas manquer quand même cette chance-là de souligner certains enjeux fondamentaux, humains. Voilà, ouais. On a parlé depuis le début de ta mission, là, qui date de l'adolescence, mais est-ce que tu aurais pu envisager faire autre chose que la médecine humanitaire? Bien, c'est ça, c'est que c'est intéressant, je veux dire, est-ce que j'aurais pu envisager quelque chose, c'est possiblement, mais si j'avais à... Je pense que j'irais... il y a deux choses que je ferais. C'est que probablement que j'irais... si j'avais à refaire mon éducation, c'est probablement que j'irais pas tout de suite en médecine après le cégep. OK. Donc, je ferais un baccalauréat en quelque chose d'autre. Soit en politique, soit en droit international, soit en histoire. Moi, j'ai toujours eu l'impression que j'avais pas assez de connaissances générales. Puis ce serait pas en sciences, en tout cas. Je trouve qu'on n'est pas assez diversifié dans nos têtes, les médecins, d'une part. Puis si j'avais à choisir quelque chose de complètement différent, j'irais probablement en biologie marine. Parce que je trouve que tout part de là, et notamment aujourd'hui, tous les enjeux climatiques sont tributaires en partie de cette sphère-là. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix.
Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Le plus beau souvenir de ta carrière? Il y en a plusieurs, j'imagine, mais est-ce qu'il y en a un qui ressort? Oui, mais non, je n'avais pas tant que ça. J'ai cherché. OK. Moi, je pense que s'il n'y a pas de... Moi, ma satisfaction de base, c'est si un patient s'en sort. Donc, j'ai toujours ces petits moments de grâce-là d'un enfant qui arrive de 3 ans, qui a un poids d'un enfant de 6 mois, puis 3 semaines après, il court dans mon centre de nutrition. OK. Ça, c'est les plus beaux moments, en général. Je suis donc contente. Ou, notamment, je me rappelle quand je suis allée en Haïti, puis c'est sûr que la vie continue, même s'il y a une crise, puis je le dis souvent quand je fais des prises de parole. Je l'ai fait récemment sur Gaza, mais sur le fait que, par exemple, après le tremblement de terre, il y a eu beaucoup d'accouchements, puis on a fait l'accouchement de triplets. Puis ces triplets-là, vu que je suis retournée plusieurs fois après, ben, je les ai vus grandir. Puis c'était pas gagné d'avance, qui étaient nés prématurément, puis je leur avais inventé une espèce d'incubateur fait maison avec une ampoule électrique, puis bref, c'est un petit peu n'importe quoi. Mm-hmm. Mais ils ont survécu, puis ils ont grandi, puis ça aussi, c'est des beaux moments. Est-ce que ces moments-là sont une source de satisfaction plus grande que celle que la pratique peut être à Montréal, disons, ou ça ne se compare pas en termes d'intensité, là, de satisfaction au niveau personnel ou professionnel? Non, moi, je pense que c'est difficile de comparer. De comparer. Ouais. C'est difficile de comparer. Une situation difficile dans le passé, ouais. Ou la plus difficile, non? Il y a plusieurs situations difficiles. Moi, je pense que c'est toujours difficile de Dans mon rôle de présidente internationale, des fois, il a fallu que j'ai rencontré des parents de collègues qui avaient été soit kidnappés ou qui avaient perdu la vie. Puis j'ai toujours trouvé ces moments-là extrêmement difficiles. Mm-hmm. Est-ce qu'on approche la fin de l'entrevue? Est-ce qu'il y a une question au cours de toutes ces années-là qu'on ne t'a jamais posée? Et quelle serait la réponse? Peut-être qu'on m'a jamais demandé mes regrets ou je sais pas. C'est une bonne question, ça. Est-ce que Joanne Liu a des regrets? Oui, c'est ça. Fait que, puisque j'ai des regrets, je pense qu'on a... J'aime pas le terme regret parce que je trouve que c'est... je trouve ça tellement affligeant comme sentiment. Mais c'est sûr que je sais que j'ai fait des erreurs. Et donc... et ce que j'essaye de faire, c'est d'au moins d'accepter que j'ai fait des erreurs, puis d'essayer de ne pas les répéter. Mm. Donc, c'est surtout ça. C'est une des raisons aussi pourquoi j'ai écrit un livre. Je me suis dit, ça va peut-être me permettre de regarder ce que j'ai fait, puis de voir si j'ai capitalisé sur tous ces faux pas-là que j'ai faits. Où sera Joanne Liu dans 10 ans? Aucune idée, mais possiblement, est-ce que je vais être retraitée? En théorie, je pourrais être retraitée dans 10 ans. Mais si j'étais retraitée, en fait, la seule chose, c'est que je ne serais pas retraitée pour rien faire. Je serais retraitée pour arrêter de travailler pour l'argent. Okay. En fait, c'est ça que je voudrais arriver, puis faire à temps plein du travail humanitaire et pas avoir à penser à... C'est ça, la subsistance. La subsistance. Mais ce qui m'apparaît évident en vieillissant, je pense, c'est qu'il faut éviter de mettre son cerveau au repos. D'après moi, c'est le début de la fin, là. Peu importe ce que l'on fait, là. Il y a l'aspect physique aussi, évidemment. Il faut rester en forme physiquement, mais souvent, pas souvent, mais parfois, on voit des gens qui prennent leur retraite puis vraiment arrêtent, là. Donc, on les revoit quelques années plus tard, puis on trouve, mon Dieu, ces gens-là ont tellement vieilli, là, parfois. Oh oui, travailler garde jeune.
Puis le cerveau s'arrête, on dirait que même l'aspect physique dépérit. Là, les gens arrivent quelques années après leur retraite, on dirait qu'ils sont plus penchés vers l'avant. Là, je sais pas, une espèce de... un affaissement là, progressif de la personne. Donc, garder le cerveau en fonction. Oui, mais je pense qu'il faut garder le cerveau en fonction. Puis, tu sais, ce que je me dis, c'est que j'aimerais... Moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, on fait face à des enjeux transfrontaliers. Si on parle du changement climatique, de l'urgence climatique, tout ça. Et je crois qu'il faut créer des espaces de parole et de temps qui ce que j'appelle, moi, créer des mariages improbables de collaboration. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais me pencher. Je trouve qu'on passe notre temps à mettre toujours les mêmes personnes autour de la table pour régler un même problème. Et la façon de trouver des nouvelles solutions, c'est si on va chercher d'autres interlocuteurs autour de la table pour justement voir d'autres options. Mais ça, c'est une menace pour ceux qui sont autour de la table. Oui, mais il faut le faire pareil. Non, c'est ça, le concept de penser en dehors de la boîte, mais les gens ne veulent pas sortir de la boîte là, parce que c'est confortable aussi. Là. Oui, mais je pense qu'on est quelques personnes qui pourraient se regrouper. Puis moi, c'est quelque chose que probablement sur lequel je vais travailler là, quand j'aurai plus de temps. La politique. La politique, c'est dur. C'est dur. On voit comment que les gens sont barouettés. Je pense que ça prend vraiment une couenne dure. C'est surtout que je ne suis pas sûre qu'on est prêt à avoir des représentants politiques femmes racisées aussi. Je pense qu'on n'est pas encore rendu là. Je pense que c'est dur. Moi, je vois comment que je suis attaquée sur les médias sociaux régulièrement et comment il faut que je prenne une grande respiration par rapport à ça. Donc, c'est pas quelque chose aujourd'hui qui donne envie. Mais j'espère, c'est comme dit une de mes copines, Dr. Yodi Alikadja, elle dit, j'espère que mon plafond sera votre plancher. Ah, j'aime l'image, c'est bien. Il y a tout le temps une section baguette magique dans mes entrevues. Pas toujours, mais disons que ça permet d'atterrir de façon un peu plus ludique. Donc, si tu pouvais changer une chose dans le système de santé, par magie. L'accès. L'accès. Tout le monde a accès. C'est pas normal que dans certains pays, tu n'as pas accès du tout. Tu ne peux pas voir de médecin, puis tu vas mourir d'un appendicite perforé tout seul dans ton coin. Puis ici, c'est pas normal que quand tu es malade, tu sais pas comment faire. Moi, mon conjoint, là, récemment, il a fait... C'est complètement banal, mais il a fait un accident de trottinette. Il s'est cassé les 2 bras. Puis, il a fallu se dire, mais on va faire comment, là? On va où? Pour pas que tu aies engorgé les urgences. Y a-t-il une façon? Puis, bref... il s'est retrouvé à l'urgence finalement, mais c'est pas normal qu'il faut se poser des questions comme ça quand t'as 2 bras cassés. Mm-hmm. Une rencontre de rêve dans le monde, vivante ou décédée? Si j'avais à rencontrer quelqu'un qui est quelqu'un, moi, qui était une inspiration pour ma vie, j'aimerais rencontrer Nelson Mandela. Mm-hmm. Quand j'étais tout petite, j'avais 12 ans, j'ai peut-être déjà entendu cette anecdote-là, mais quand j'avais 12 ans, moi, ça m'habitait beaucoup, l'apartheid, puis je trouvais vraiment qu'il fallait contribuer. Puis c'est vrai qu'on en parlait beaucoup au Canada, en ce temps-là. Et je me rappelle d'avoir arrêté de manger des pommes Granny Smith à l'âge de 12 ans. Puis j'avais dit, c'est ma seule façon de contester l'apartheid. Parce que les pommes Granny Smith viennent de l'Afrique du Sud. OK. Et moi, ce que je trouve extraordinaire de cet homme-là, qui a été emprisonné, c'est le pardon accordé qu'il a fait à la nation, à sa nation, et qui a fait table rase, puis il a regardé en avant. Et il y a très peu de révolutions qui ont fonctionné, mais ceux qui ont été faites sur la non-violence, je pense qu'ils ont un petit peu plus de chances de durer sur la durée. Durer dans le temps. À l'époque, je pense que si on en parlait beaucoup au Canada, de mémoire, c'est que Brian Mulroney était
impliqué beaucoup. Le Absolument. souvenir que j'en ai. Ben, qu'est-ce qui s'était passé? Parce il en parle souvent, Brian Mulroney. C'est que quand il était premier ministre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, tout le monde se cherche une cause, se cherche un leg. Et puis les gens lui ont dit, le Canada, on a toujours le même problème, c'est qu'on est un pays de taille moyenne. Et donc, on n'a jamais des gros budgets, puis on n'a jamais des grosses armées, ou on n'a jamais des super moyens. Puis il s'était dit, où est-ce que je pourrais contribuer? Puis quelqu'un il a dit, il n'y a aucun pays qui fait partie des pays à haut revenu qui s'est engagé à supporter la fin de l'apartheid. Mm-hmm. Et c'est là qu'il en a fait un peu son cheval de bataille. Tout à fait. Je dois dire que tu es la rencontre de rêve d'une de mes invitées que j'ai eues dans le passé, donc qui est Dr. Pamela Paquette, qui est anesthésiste et qui travaille pour Médecins sans frontières. Donc, la roue tourne. Une cause qui te tient à cœur, j'imagine, Médecins sans frontières, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Médecins sans frontières, c'est pas une cause, c'est plus par rapport à l'intervention, par rapport aux vulnérabilités. Moi, la cause, le fondamental de n'importe qui veut aider, c'est par rapport à la dignité. Je crois que c'est important dans la dynamique de vouloir apporter un réconfort, un soin, une aide, de s'assurer qu'on préserve la dignité de la personne qu'on prétend vouloir aider. De ne pas les faire sentir cheap, de ne pas les faire sentir redevables par rapport à ce qu'ils vont recevoir. La dignité humaine, c'est la seule chose qui nous reste à un moment donné dans notre vie. Mm-hmm. Et donc, c'est une des raisons aussi pourquoi je me suis beaucoup levée et que je me suis scandalisée sur ce qui s'est passé dans les CHSLD dans la première vague de la COVID-19. Préserver la dignité de tout humain, incluant nos aînés qui sont en perte d'autonomie cognitive ou physique. Un exemple parmi tant d'autres, mais c'est essentiel. Mm-hmm. Et préserver la dignité aussi, c'est reconnaître l'humanité dans l'autre, l'humain dans l'autre. Et c'est ça, je pense, qui va nous permettre de pouvoir créer peut-être un monde qu'on va être capable de vivre dedans. Mais à la base, la crise dans les CHSLD, ça a été dramatique lors de la pandémie, mais il n'en demeure pas moins que c'est parce que c'est la décision qu'on a prise comme société d'envoyer nos aînés terminer leur vie dans cet environnement-là. Donc, c'est un peu l'héritage d'une décision prise au fil des décennies. Et après ça, c'est comment qu'on voit les choses, puis comment on valorise certaines choses. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il y a un exercice de restauration de dignité, de restauration aussi de faire sentir utile les personnes âgées dans notre société, chose qu'on ne fait pas bien aujourd'hui. Je trouve que Dr. Hébert, qui a écrit un livre « Soigner nos vieux », je pense, ça s'appelle, en fait un superbe plaidoyer. Et on a tous quelque chose à faire parce qu'à partir de 2030, je ne dis pas de bêtises, plus de 25% de la population va être au-dessus de 65 ans. Donc, probablement que je vais faire partie ou près quasiment de ça. On va être là. Donc, mais je crois que c'est pas vrai que ces gens-là ne sont pas utiles. Juste par mentorat, par exemple, et on les utilise pas. Et on les met pas en contribution, puis on les valorise pas. C'est des sources, c'est des puits infinis d'expérience, et c'est une richesse inexploitée. Il y a des belles initiatives quand même, comme à Québec, puis ça doit être la même chose à Montréal. Il y a certaines résidences pour personnes âgées qui accueillent des jeunes locataires, donc des étudiants universitaires. Ça semble être extraordinaire à la fois pour les personnes âgées puis les jeunes, là, donc de cette cohabitation-là. Donc, je peux imaginer que pour les personnes âgées, c'est extraordinaire aussi de côtoyer des personnes plus jeunes. Là, puis, Oui, parce que quand on va dans une RPO, dans un CHSLD, puis on voit que des personnes âgées, ça devient un peu un peu mono-thème. Donc, je pense qu'être aussi exposé à la diversité
de personnes autour de soi, c'est essentiel. Ce serait la conclusion. Je te laisserai le mot de la fin suite à cette entrevue. Le mot de la fin, bien, merci beaucoup. Moi, je pense que c'est un privilège de faire ça, mais moi, ce que j'aimerais dire aux gens qui nous écoutent, c'est que je crois qu'il ne faut pas baisser les bras par rapport à tous les défis qu'on a devant nous. Puis, parce que les gens me demandent souvent, pourquoi t'es pas comment ça vous n'êtes pas pessimiste? Puis je me dis, mais non, on ne peut pas être pessimiste. Je veux dire, nous, on vit dans un pays du G7, on mange 3 fois par jour, il n'y a pas de bombe qui nous tombe sur la tête. Je dis, la seule posture, je dirais, décente, c'est d'être optimiste. Donc moi, je pense qu'on a un devoir d'être optimiste, on a un devoir de regarder vers l'avant, puis de trouver des solutions, aussi imparfaites qu'elles seront, parce que je me dis toujours qu'une solution imparfaite, c'est toujours mieux que pas de solution. Joanne Liu, merci. Merci. À la prochaine. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.